Bonjour, donc Olivier Touzé, je suis directeur qualité et développement durable pour le groupement des mousquetaires. Alors, le groupement des mousquetaires, je pense que vous connaissez, c'est un troisième distributeur français au niveau des supermarchés. Donc, on a plusieurs enseignes, on a racheté récemment, donc ça fait que le panel est assez large. La direction qualité et développement durable, c'est 45 personnes réparties dans différents pôles de compétences. On couvre pratiquement tous les domaines de la RSE, de la qualité de produits, en passant par la qualité des magasins, l'aspect sécurité alimentaire, aussi au niveau des produits, la santé et la sécurité au travail, l'environnement, la gestion des déchets, le gaspillage alimentaire, les contributions environnementales, l'égo des déchets. On est aussi une société interne d'achat et de revente de matières comme le carton, le plastique et le polystyrène qu'on gère en interne avec environ 130 000 tonnes de déchets qui sont récupérés dans nos magasins et revendus à des recycleurs. On a un pôle service consommateur, voilà, pour finir, et depuis très peu de temps, donc, je gère aussi la partie Katia pour son entreprise, avec un peu moins d'expérience, mais on essaie de vous rattraper aussi. On a recruté une personne qui fait son contrat d'alternance à l'ICIGE, Code des mines, dans la session que tu as fait, qui intègre en tant que responsable achat responsable au sein du service de la direction qualité. C'est pour vous montrer aussi qu'on se structure, parce qu'on avance aussi sur la filière. Alors l'avantage du groupement des mousquetaires, c'est qu'on est propriétaire de 63 usines de production dans les domaines du lait, de la viande, des œufs, des conserves de fruits, des conserves de poissons, ce qui fait qu'on a un contact direct avec les filières agricoles au niveau des achats de matières, plutôt sur le territoire français, parce qu'elles sont toutes installées en France, ce qui nous donne aussi dans cette démarche de transparence plus de facilité. Et on a une logistique interne aussi avec nos propres entrepôts de camions. Donc tout ça, on intègre complètement de la fourche à la fourchette, on aime bien dire, la démarche sur nos propres produits qui représentent aujourd'hui en volume sortant de nos usines 50% de marques propres. Donc 50% des marques propres qui rentrent dans les magasins alimentaires Intermarché viennent de nos usines alimentaires. Donc ça nous aide aussi à avoir une visibilité sur la partie filière. Voilà. Je reviendrai après sur ça. Quelques instants, mais il faut distinguer trois choses. Il y a voir, c'est un premier élément, voir ce qui se passe sur la supply chain. Voir, observer. C'est une première bataille. Donc bien voir. La visibilité. Je découvre ce qui se passe sur la chaîne, y compris en remontant très très amont upstream sur la supply chain. Ensuite, je trace. C'est-à-dire non seulement je vois, mais je mets en place des traceurs, la traçabilité. C'est le deuxième élément qui est je surveille, j'observe. Non seulement j'ai vu, mais désormais j'ai cette discipline, ce muscle que j'entraîne qui consiste à effectivement avoir la possibilité de décomposer la totalité des maillons de la chaîne. Et puis il y a la troisième chose qui consiste à c'est pas que pour moi ça. Je vais l'ouvrir cette information. Je vais ouvrir cette information à un écosystème de plus en plus large et au premier titre duquel je peux placer le consommateur. Simplement lui dire ce qui se passe concrètement, comment est-ce que je fabrique ces produits, d'où viennent les différents composants. Et lui dire, et tu sais quoi, je sais. Ce qui est un argument évidemment de positionnement, pas simplement d'entreprise au sens responsable, mais de marque également. Parce que ça contribue à nourrir la marque, la brand equity et la confiance des facteurs. Moi, je voulais replacer ces trois thèmes-là, ou en tout cas ces trois termes-là, qui sont décomposons bien les choses. C'est-à-dire que lorsque l'on va évoquer les entreprises ou les institutions qui sont là aujourd'hui et les initiatives qui ont été lancées de part et d'autre, eh bien, essayons de séquencer. D'abord, il s'agit de voir. Ensuite, évidemment, de mettre en place les éléments qui permettent la traçabilité, puis éventuellement, de progressivement ouvrir ces informations à des tiers qui peuvent être multiples. On s'organise pour exécuter en fait, l'ensemble de ces normes et cette volonté de transparence, de traçabilité et éventuellement de partage des éléments de cette traçabilité avec le plus grand nombre, c'est-à-dire y compris avec les consommateurs. On s'organise comment? Alors on cherche un peu. Ouais. On cherche les outils qui peuvent nous aider. Alors moi je suis issu de la qualité. On s'inspire quand même des démarches qualité qu'on a apprises il y a déjà très longtemps. Donc on utilise le PDCA, voilà, par étape, un plan de check act. Et puis on met en place des moyens pour. Alors moi le terme d'accompagner, je suis un peu embêté. Je pense plutôt à responsabiliser quand même, parce que
un grand distributeur, on va travailler de nos rangs 1, c'est sûr, avec les fournisseurs qui nous livrent. Mais après, dans la chaîne d'approvisionnement, c'est un peu compliqué d'aller accompagner les rangs. Donc, comme tu le disais, sur des chaînes courtes, on va être en contact avec le producteur primaire, ça va être plus sur des chaînes longues comme on a nous. Hein, quand on fabrique des produits qui viennent du monde entier, c'est plus difficile à accompagner. Donc on s'est cherché, on a appris, je pense, avec je reviens sur l'expérience qu'on a eue sur l'huile de palme ou sur le bois exotique, hein, qui ont été les deux premières expériences. On a appris à comprendre ce que c'était qu'une filière. J'étais la semaine dernière à Madagascar pour aller voir un fournisseur extraordinaire qui travaille avec nous sur un projet que je parlais, qui s'appelle Le Cofruit, qui va jusqu'à, qui produit des haricots verts avec 15 000 producteurs hein, dans des zones difficiles. Il a mis tout un schéma d'accompagnement des producteurs et on travaille avec lui parce qu'on a vraiment confiance. Donc on va voir sur le terrain, j'ai une équipe qui était dans les agrumes la semaine dernière pour aller comprendre comment fonctionne la filière bio agrumes en Espagne. Il y a une très très belle filière agrumes, j'en fais de la pub parce qu'ils sont vraiment très forts. On était en Éthiopie sur le café il y a pas longtemps. Ouais. On va chercher petit à petit à comprendre nos distributeurs plutôt que d'imposer des critères dans ce qu'on a fait depuis le début dans la grande distribution. On va comprendre les filières et on va travailler avec ces producteurs en amont, avec nos fournisseurs, pour définir les critères, pour avancer ensemble. Je pense qu'il faut arrêter ce schéma où on est donneur d'ordre en distributeur et on impose des choses. Il faut qu'on travaille ensemble et qu'on... On n'est plus dans un rapport de force, en fait. Là, ce que vous décrivez, c'est... Alors, le rapport de force, il arrive toujours et on est commerçants. Ça, je pense que les adhérents avec qui on travaille, vous allez me dire, on est d'abord des commerçants. Mais il y a autre chose qui se passe, c'est là où on fait du commerce responsable. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la transformation en la vente. Alors les outils, on travaille sur un schéma assez classique, c'est-à-dire on a des exigences bien sûr hein, qu'on propose à nos fournisseurs. Donc il y a des chartes qualité, des chartes d'achat responsable, on a le code de bonne conduite, ce que j'ai noté, voilà, on a des évaluations de fournisseurs, donc on fait des audits de qualité, on est membre du BSI, du Business Social Compliance Initiative, je pense que tout le monde le connaît bien, c'est une initiative européenne qui vise à faire des audits sociaux sur le territoire au monde au niveau des fournisseurs avec lesquels on travaille. Et puis, on s'est dit comment on va cartographier cette chaîne d'approvisionnement. Alors on peut utiliser un tableur Excel, hein, c'est simple, hein. On voit un questionnaire de fournisseurs, on remplit des colonnes, des lignes, et puis on a découvert l'année dernière qu'il y avait des opérateurs qui se mettaient sur le marché, il y en a plusieurs. On en a choisi un qui s'appelle SGS Transparency One, qui nous permet de cartographier les filières. Alors, cartographier toutes les filières, c'est aussi assez gigantesque, donc on a pris les filières dites à risque pour nous. On s'est posé la question du bio. On a entendu parler qu'il pouvait y avoir quelques problématiques dans le bio. Alors dans le bio, il y a bien sûr l'aspect environnemental, mais il peut y avoir aussi l'aspect social. Donc on s'est mis à on a décidé de cartographier cet outil. Hein, donc c'est un outil qui permet d'avancer rang par rang. Et l'intérêt de l'outil, c'est que SGS, s'étant basé sur le territoire au monde, a la possibilité d'interroger les fournisseurs dans tous les territoires où ils se trouvent, et donc d'amener les fournisseurs à remplir une base en termes d'éléments que l'on demande en termes d'analyse de risque. Donc on a défini 4 niveaux de risque pour le bio, donc bien sûr l'aspect certificat bio, est-ce qu'il est reconnu. Quand on est en France, en Europe, ça va, il y a une réglementation qui est précise, mais quand vous sortez d'Europe, les équivalences ne sont plus tout à fait les mêmes, donc il faut qu'on s'assure que le certificat bio d'une fraise du Maroc ou d'une fraise de, je sais pas, de n'importe où, d'autres matières premières soit conforme. On s'est attaché au certificat qualité, hein, donc on a défini, donc on a des référentiels qu'on reconnaît dans le plan alimentaire qui s'appelle IFS. Donc on a regardé aussi si le fournisseur était IFS, HACCP, enfin on avait des référentiels reconnus. Après on a pris les référentiels autres environnementaux, donc on réfléchit à adhérer au BEPI, qui est l'équivalent du BSCI pour l'environnement sur le territoire hors Europe. Si en Europe on connaît l'ISO 14000, et puis on a regardé aussi le social, donc avec le BSCI en priorité parce qu'on est membre, mais on peut sur les filières production végétale reconnaître le CEDEX, voilà, et l'intégrer. Donc l'outil permet de cartographier les chaînes, de demander aux fournisseurs de rentrer toutes ces données et de s'assurer avec EGS que les certificats sont conformes. Voilà, donc c'est intéressant. On peut aller plus loin avec cet outil. On est en train de tester une traçabilité complète de l'eau. Ça c'est aussi, on est en train d'explorer ces sujets-là. C'est reste que demain, on ne pourra pas avec ces outils-là, on parle de la blockchain aussi qui permet de rentrer beaucoup de données, avoir une traçabilité au lot et de donner de l'information parce que je pense que c'est important aux consommateurs. Alors après, c'est la question du marketing, c'est qu'est-ce que réellement le consommateur souhaite. On parle, je pense, d'un
Alors la question, est-ce que c'est nous qui allons lui demander l'information? Est-ce qu'on va lui demander ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut savoir à quelle heure le haricot vert est sorti du champ, de la parcelle, à quelle heure il a été mis en boîte? Voilà, c'est des questions qu'on se pose en ce moment au niveau du marketing. Beaucoup de sujets un peu angoissants souvent pour le consommateur autour des ingrédients controversés. Plein de distributeurs en ce moment, plein de campagnes ont fait aussi sur ces sujets. Je pense qu'il faut revenir à des choses un peu plus saines et honnêtes sur la communication avec les consommateurs. Je pense qu'on est en train de... Voilà. Donc la démarche, on l'a engagée dernière. On a actuellement, on avait sur la marque propre, on avait 200 fournisseurs, 400 références de produits bio, de marques. On a intégré aujourd'hui 4000 producteurs, enfin fournisseurs et producteurs primaires dans l'outil. Alors on n'évalue pas complètement dans combien on en a, parce qu'on découvre petit à petit les chaînes d'approvisionnement avec des nœuds. C'est-à-dire qu'un fournisseur qui nous fournit par exemple une confiture mix de plusieurs fruits, il va acheter ses fruits à 2 endroits différents, même s'il fait du bio. Puis derrière, il y a peut-être un fabricant de fruits congelés qui va lui acheter aussi des fruits découpés, donc ainsi de suite. Donc on va avoir comme ça ce qu'on appelle des connexions qui vont se répartir. Donc je n'évalue pas aujourd'hui sur 400 produits, 200 fournisseurs combien ça représente de connexions, mais énormément. On sait que déjà qu'on en a rentré 4000 dans l'outil. Donc on explore petit à petit pour avoir une garantie de cette cartographie sociale, environnementale et l'aspect qualité et le label bio aussi derrière. Parce que là aussi, il y a Big Data en l'occurrence. Il y a énormément de données, de nœuds, comme ça vient d'être évoqué. C'est d'une complexité, c'est ce que j'essaie d'introduire au début de l'intervention, mais il y a une complexité qui est allée croissante. Et on comprend que le système d'information, avec une équipe, si je me souviens bien, une quarantaine de personnes au niveau de... Alors sur ce sujet-là, il n'y a pas 40 personnes. D'accord. Il y a une ingénieure qu'on a recrutée, il y a moi qui supervise avec une autre personne, et on a surtout une implication des acheteurs, plus que des services marketing, et des ingénieurs qualité aussi qui sont présents sur le développement des produits. Donc il y a 2 populations embarquées, qui sont les acheteurs en nombre. Les acheteurs sont très importants dans l'embarquement des fournisseurs. Après, une fois que le rang 1 est embarqué, c'est pas nous qui allons embarquer le rang 2. Il faut que le fournisseur rang 1 embarque le rang 2, et ainsi de suite en responsabilité jusqu'à la production primaire. Donc c'est pour ça que parfois ça coince un peu pour des questions de confidentialité, pour des questions de transparence, je veux dire, clairement. Il faut qu'il y ait de la transparence dans la chaîne pour qu'il remonte l'information dans cette base. Donc ça prend du temps. SGS vous aide à interroger les fournisseurs, à les motiver à rentrer dans la base. On essaie, on les invite parce que c'est aussi pour eux un élément commercial derrière. C'est qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la base, ils pourront aussi le présenter à d'autres clients en termes d'avantages. Donc ça peut être aussi pour eux un retour sur investissement. Il y a un coût qui existe pour s'abonner à cette base. Donc c'est aussi un élément, un frein. Et au vu de l'enjeu derrière de transparence et d'engagement vis-à-vis des consommateurs, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser aujourd'hui. Enfin, moi, je suis complètement convaincu. La traçabilité, c'est le premier chemin vers la transparence, vers la connaissance de filière. Moi, aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de question à se poser. Je pense que l'entreprise que je représente est rentrée dans ce schéma-là. Plus que... Il y a certaines entreprises très internationales, très multinationales, qui ont bien avancé sur ces domaines-là, et en particulier le groupe Mars, qui fait aussi du riz. Il ne colle jamais, c'est celui-là. C'est Basmati, donc c'est pas celui-là exactement, mais en tout cas c'est sous la marque Oncle Ben's, et effectivement qui a lancé des initiatives en matière de cartographie et de traçabilité. The objective is to connect shoppers with farmers in a credible way, and working with SGS, with the 2 technology partners, Transparency One and Liver, is just delivering that. Mutuality and responsibility are 2 key principles at Mars. It guides us in the way we do business with our stakeholders, including suppliers, customers, but also farmers. I'm Lee Behrens, the Global Sustainable Sourcing Director for Mars Food. My role is to ensure that sustainability is embedded and deployed in our sourcing strategies and activities, and specifically to drive our ambition to source rice more sustainably by 2020. As Mars, we want to source all of our materials in a sustainable way, which means we want to deliver positive impact to 5 areas that are most material to our business, which is human rights, income, greenhouse gas emissions, water,
and plan. Our responsibility principle is brought to life in the way we take a leading role in the voice industry, protecting the planet for the next generation. So we have chosen SGS, Lippach and Transparency One because together they are offering a end-to-end supply chain transparency solution. We are already working with SGS in many countries, so it's a proven platform, it's a proven business partner for us. SGS is delivering credibility. They help us in verifying that the work we do with farmers is real and impactful. The Transparency One tool is providing transparency through supply chain mapping and risk management. Lippach is a mobile application that allows shoppers to scan the on-demand spec and get connected to the farmers. So let's go back to the commitment. So as a business, we have the commitment to source our rice more sustainably. And through the partnership that we have with SGS, Transparency One and Lippach, we are building trust to our consumers and customers, showing them where our materials are coming from, protecting the environment, helping farmers to improve their lives, and guaranteeing high quality rice to our consumers. On a surtout des questions sur ce qui les intéresse le consommateur individuellement, c'est la non-conformité, le petit morceau de caillou qu'il a trouvé dans le bac de lentilles ou un produit périmé dans un rayon. Ça les intéresse énormément. L'aspect filière aujourd'hui est complètement absent des questions que j'ai au niveau des consommateurs. Et ça ne remonte pas non plus par les magasins. On pourrait se dire, oui, c'est peut-être des choses que nous, on n'a pas directement qui posent de notre point de vente. Pas du tout. Je pense qu'il y a un problème, il y a un aspect localisation de nos points de vente, certainement. Sur le sujet de la pêche, il y a une pétition qui est sortie, il y a eu 10 000 signatures, ce n'étaient pas des clients d'Intermarché. C'était les réseaux parisiens, urbains qui rebondissaient sur l'actualité de la pêche. Donc il y a certainement, pour notre enseigne, pour notre enseigne qui est située plutôt en zone rurale, certainement un décalage dans la perception. On a de la proximité, alors le textile on en fait très peu. Alors déjà, nous on est très petit vendeur de textile, donc on n'a pas de questions comme d'autres grandes marques de textile. Je ne sais pas s'ils en ont, il faudrait les interroger, parce que chez des Zara, des H&M, ils ont des questions sur le sujet du siège, je ne sais pas ce que les... Non. Enfin, d'expérience et pour travailler avec certains d'entre eux, il y a très peu de questions à volonté. Donc c'est vraiment, c'est dommage, parce que je pense que ça pourrait nous faire avancer. Maintenant, on voit l'impact d'une communication comme on a fait l'année dernière. Vous vous souvenez de l'amour. 15 millions de vues sur Facebook. Je crois que c'était l'un des plus grands succès de communication. Parce qu'on leur racontait une histoire jolie, on est dans la transformation des produits, parce qu'on n'était plus dans le produit transformé, on était dans faire la cuisine soi-même et avec ces deux jeunes, et ça a fait le buzz. On voit qu'ils sont dans un autre sujet que ces aspects. C'est un peu embêtant, parce que quand on veut pousser sur une démarche responsable vers les filières, on est un peu seul aujourd'hui, on a une réglementation qui nous je trouve que c'est très bien. Nous, on a écrit notre plan de vigilance depuis un an, il est en place, on peut le présenter, on peut l'expliquer, avec bien sûr des aspects améliorés. Et côté consommateur, ça ne pousse pas. Alors, après, il y a les émissions télé. Alors, c'est sûr qu'un envoyé spécial, un capital, un cache investigation sur un sujet, ça va faire réagir. Mais c'est pas. Ça va être entre 20 et 30 consommateurs qui vont peut-être nous interroger sur le sujet. Et encore, aujourd'hui, ça passe au travers. Parce que ce qu'on pense, mon collègue de Auchan, mais ça passe au travers. Il n'y a pas de rebond. C'est plutôt nous en interne qui se posait des questions en disant est-ce qu'on est dans les clous de cette émission qui sort, plutôt que le consommateur qui vient de changer. C'est le ressenti. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est pour nous un outil très important. Et moi, j'essaie de rentrer régulièrement en contact avec les organismes de certification et tous ceux qui produisent les labels. Je pense au Forest Alliance, au Max Havelaar, tout ce qui est Fairtrade. Ils ont modifié leur référentiel pour justement se mettre dans un schéma de plus de responsabilité. Certains étaient plutôt environnement, plutôt social, donc ils essaient. Je pense que c'est là où le consommateur aussi peut réagir positivement. Je pense qu'il peut-être qu'il ne questionne pas, mais dans son acte d'achat, et nous on est aussi là pour... on a un grand distributeur, donc on est, je pense à Auchan, comme nous, on a une offre très large, d'avoir du premier prix jusqu'à... Même si aujourd'hui on sait que le premier prix commence à disparaître aussi, parce qu'il y a un choix qualité qui se fait aussi sur le consommateur, c'est d'apporter cette offre un peu sociale et environnementale. J'avais participé, tu avais été, je crois, dans les premiers à vouloir mettre l'étiquetage social
vous aviez lancé, je crois, le ministère sur le sujet, ça n'a pas fonctionné. C'était trop tôt, je pense, pour le consommateur de comprendre ce que c'était un étiquetage social. Il y a eu l'étiquetage environnemental. Non, il y a eu aussi un étiquetage social mené par la FNOR sur des critères qui n'avaient pas participé. C'est pas le ministère de la FNOR. Non, pardon, c'est la FNOR. Non, en l'occurrence, c'était un étiquetage environnemental. L'affichage environnemental. Oui, l'affichage environnemental, mais je parle d'autre chose. Je parle Ah, d'un étiquetage, c'est peut-être pas oxydant. Et ça n'avait pas fonctionné à l'époque, puisque les consommateurs n'étaient pas prêts à entendre cet étiquetage. Il y avait un système d'évaluation qui permettait de noter le produit sur ses engagements sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait reprendre ces initiatives pour essayer de voir si les consommateurs pourraient réagir. L'affichage environnemental n'a pas fonctionné non plus côté consommateur. Je pense qu'il y a eu trop d'initiatives, on a été trop nombreux à vouloir mettre des systèmes, avec différents systèmes. Nous, on est, je aussi complètement au champ, complètement engagés sur Nutri-Score, les deux enseignes de champ Intermarché et d'autres Leclerc, avec quelques grandes enseignes aussi industrielles comme Danone. Je pense que ça c'est bien, parce qu'il faut que ça soit unique par contre, parce que s'il y a plusieurs systèmes, ça devient complètement plus de consommateurs. Je pense que ça va aider le consommateur et on va le faire réagir à ça. Plutôt que de le demander à poser des questions, c'est compliqué, ce que vous dites sur le café au bout du monde. Bon. Donc ça c'est notre responsabilité. Maintenant, de faire réagir sur les labels, je pense que c'est notre rôle d'ouvrir en termes d'offres sur des labels qui sont, alors après, débat, label pas bon, moi je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. Si on a un MSC, un ASC, un FSC, un PFC qui sont validés d'un point de vue référentiel, on y va, on avance, on les propose aux consommateurs. Et ça va l'aider à faire du choix, je pense. Le bio est un exemple. Le bio fonctionne parce qu'il y a une confiance derrière le label bio aujourd'hui. Nous, on va aller plus loin pour comprendre ce qu'il y a derrière, mais le bio fait confiance, donne confiance aux consommateurs. Je pense que c'est important de le dire.